Au château d'Hautefort, qui vous accueille en nombre aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Lys, c'est moi qui vais être votre guide pour ces 30 prochaines minutes de commentaires historiques. On va parler de l'histoire du château, des familles qui l'ont habité, des grands noms qui ont marqué son histoire. On va parler architecture, jardin, on va parler de plein de choses. Alors pour commencer, à quand remonte l'ancienneté du site même d'Hautefort? 16e siècle, non? Avant, bien avant. Bien avant, autour de l'an 1000, eh bien c'est là qu'on a les premières sources écrites qui nous parlent, qui nous racontent Hautefort comme un emplacement stratégique choisi pour justement sa hauteur sur un éperon rocheux. On avait ici un castrum en bois, avec dans un but défensif, bois qui a laissé la place à la pierre à l'époque médiévale, qui a beaucoup plus duré dans le temps, la pierre. Et au 11e, 12e siècle, c'est un château médiéval qu'on a ici, qui ne ressemble donc pas du tout à ce que vous avez sous les yeux. Des tours crénelées, reliées par des remparts, un mur très épais qui obstrue la lumière de la cour. Très différent de cette demeure grand siècle que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Au 12e, ce sont deux frères qui sont copropriétaires, co-seigneurs d'Hautefort. Bertrand et Constantin de Born. Ils ont chacun épousé la fille et puis la sœur du seigneur qui s'appelle Guy de Lastour, qui règne à Hautefort. Bertrand et Constantin, donc, ils sont co-gestionnaires, on va dire, du château. Ils vont s'affronter sur le plan politique et se servir d'un conflit qui déchire l'Aquitaine à cette époque, ou la Guyenne plus précisément. On est en Guyenne ici. Le duché d'Aquitaine, il est aux mains d'Aliénor d'Aquitaine. Terre très riche, l'Aquitaine, cour très raffinée. On est dans le XIIe siècle où l'Aquitaine, c'est un peu le fleuron de la couronne, je vais dire, mais l'Aquitaine ne fait pas partie de la couronne. Avant qu'elle épouse Louis VII, le roi de France, ce mariage a échoué. Elle est partie gambader avec Henri de Plantagenet, de qui elle a eu toute une série de fils, dont Richard Cœur de Lion. Eh bien, en Aquitaine, les barons, ils sont divisés en deux clans. Ceux qui veulent que Henri de Plantagenet donne le duché d'Aquitaine à son fils Richard, qui n'est pas son aîné, mais qui est peut-être son chouchou, et ceux qui veulent que ce soit Henri le Jeune qui récupère l'Aquitaine. Et donc l'Aquitaine est un peu mise à feu et à sang par ce conflit. Bertrand prend parti pour le fils aîné du roi, Henri le Jeune, et Constantin prend parti pour Richard Cœur de Lion. Et justement, Richard, il vient à Hautefort, lui-même, il vient assiéger le château en 1183. On a le récit de ce siège pendant 15 jours. Hautefort tombe, Bertrand est prisonnier, Constantin, donc son allié, a gagné, donc on peut penser que c'est Constantin qui va récupérer le château, mais tout n'est pas joué. Bertrand de Born, c'est un troubadour. Il écrit aussi des poèmes d'amour, de guerre, il chante, il est très satirique aussi. Et il se trouve que 1183, c'est l'année où a le malheur de mourir son allié et ami, Henri le Jeune, ce fils aîné du roi, qui voulait absolument récupérer l'Aquitaine. Bertrand est au plus mal, il n'a plus son château, plus son allié, il a perdu le siège. Que va-t-il lui arriver? Eh bien, il se présente à la cour d'Henri de Plantagenet, et là, Bertrand, il a préparé un poème en l'honneur de ce Henri le Jeune, qui était aussi son ami, poème qu'il déclame au roi, qui, touché, eh bien, change d'avis, et ce n'est pas Constantin qui récupère Hautefort, c'est bien Bertrand, l'aîné, qui donc vient à bout du roi, non pas par les armes, non pas par la force des biens de l'épée, mais par sa plume et par son talent littéraire. Et Bertrand s'installe ici et va fonder la famille d'Hautefort. 200 ans plus tard, on est toujours dans la ligne directe des descendants de Bertrand, qui vont prendre en 1488, après le mariage de la dernière héritière de Born et puis d'un seigneur du coin, Élie de Gontaut, eh bien le nom d'Hautefort va rentrer dans cette famille comme étant vraiment un nom de famille. C'est comme ça que ça se passait en fait, les seigneurs prennent le nom de la terre. C'est, alors accrochez-vous, Sigismonde Charlotte Laure, c'est un nom non composé. Et elle fait un beau mariage puisqu'elle épouse en 1818 le baron de Damas. Vous avez aussi ses portraits dans la tour de Bretagne, voilà, je fais un tour rapide. Baron de Damas, alors j'ai pas le temps de trop vous en parler, mais c'est une figure hyper intéressante. Il grandit à la cour de Russie, fait ses armes à la cour du tsar, parce que puis la révolution, quand il a 5 ans avec ses parents, il va émigrer, comme beaucoup de nobles l'ont fait. Donc il fait ses armes en Russie, il va combattre pendant les guerres napoléoniennes côté russe, donc c'est assez intéressant, et revenir en France ensuite, sous la Restauration, pour occuper des portefeuilles, occuper des postes de ministre de la guerre, des affaires étrangères, donc des postes importants. Et il vit avec sa femme à Hautefort, ils vont s'installer à Hautefort. Ce sont de très très bons gestionnaires du terrain, puisqu'il s'agit de gérer non seulement le château, mais tous les hectares qui composent la propriété. Et donc nous avons un bel exemple avec les jardins. Donc je vous invite à me suivre côté galerie, au bout de la galerie. Nous allons admirer le parterre est des jardins à la française. C'est très probable qu'il ait agrandi les jardins à la française à Hautefort. Il a fait mettre côté Châtelet d'entrée, côté ouest,
et terrasser toute cette partie pour avoir un parterre, un beau parterre de jardin à la française. Non, le terrassement est colossal. Oui, c'était un sacré travail. Ah non, c'est comme l'autre côté, c'est impressionnant. Oui, d'autant qu'il a fait aussi travailler sur l'esplanade tout cet espace qui est maintenant bien plan, c'était pas trop le cas. Et surtout, ce qui compose le patrimoine paysager d'Hautefort, c'est non seulement ces 3 hectares de jardin à la française, mais vous avez les 30 hectares du parc à l'anglaise qui sont devant vous quand vous êtes dos au pont-levis. Toute la partie boisée que vous voyez devant, c'est le parc à l'anglaise. Qui est dessiné en 1857, en même temps à peu près que l'aménagement des jardins. Qu'il perd dans des quêtes politiques un petit peu folles, parce qu'il est un légitimiste convaincu, donc un royaliste en gros, et à la fin du XIXe siècle, la République s'est installée définitivement, donc l'heure n'est pas au retour du roi. Donc bref, il perd sa fortune. En 1890, pour la première fois, le château est vendu, sort de la famille, donc après des siècles à s'être transmis en ligne directe, c'est la fin des Hautefort à Hautefort. La famille ne s'est pas éteinte, mais en tout cas, voilà, ils vont quitter le château, et après cette vente, il n'y aura plus de Hautefort qui vont habiter le château. Et c'est un ingénieur qui le récupère, ou qui l'achète, qui n'est pas d'ailleurs pas Périgourdin, mais qui y habite pendant 18 ans. Jusqu'à sa mort, il n'a pas d'enfant non plus. Le château passe ensuite de 1908 à 1925 entre les mains de marchands de biens et d'antiquaires. Alors là, c'est là que les historiens tirent leur mouchoir, parce que quand ça arrive dans un lieu pareil, alors c'est leur métier, hein, mais ils épaissent toutes les pièces en vendant, en dispersant des collections, en vendant tout ce qui a de la valeur. On a des parquets entiers qui ont été enlevés, des pierres taillées de cheminées. Enfin, le château est complètement vidé de sa substance en fait. Les collections sont disséminées aux 4 coins du globe, et je n'exagère pas parce qu'il y a vraiment des pièces qui vont être retrouvées à des endroits improbables. Et donc en plusieurs années, jusqu'en 1925, où là, pendant 4 ans, c'est un abandon total. Le château n'est pas du tout entretenu, complètement abandonné. C'est beaucoup, c'est même trop pour un domaine de cette taille, qui nécessite un entretien quotidien. Les dégâts des intempéries font que le château se délabre complètement, et s'il est debout, globalement, en 1929, c'est une quasi-ruine en tout cas. Il va être l'objet d'un coup de cœur, un véritable coup de cœur, par un couple jeune marié à l'époque qui va l'acheter grâce à sa fortune, la fortune de madame en tout cas. Ce sont le baron et la baronne de Bastard qui tombent amoureux du domaine. Alors lui, il a grandi près d'Hautefort, donc il connaît ce château en tout cas de vue, il a passé ses vacances petit. Et ils ont un coup de cœur, ils décident d'y consacrer leur fortune, leur vie, pour restaurer ce château et en faire, dès le départ, la baronne, elle sait qu'elle veut en faire un lieu ouvert au public, qui puisse être visité par non seulement les habitants du village, mais des alentours et puis au-delà de la région de là. Lorsque la baronne, donc alors qu'Hautefort est déjà un lieu connu du public, de la région, etc., la baronne reçoit à dîner 2 familles amies, elle permet à des jeunes filles d'aller s'amuser pour le château, elles vont dans les combles, l'une d'elles fume, elle éteint l'égo par terre alors que en fait c'est pas du sable ou du sol, le plancher est couvert de sciure de bois, le comble était encore en cours d'aménagement, le château était encore
en travaux. Donc ce mégot, ce petit mégot de rien du tout va couver, le feu va couver et à 3 h du matin, c'est toute la charpente qui est en feu, qui s'embrase. Autant vous dire que dans la nuit, toute la partie centrale, le corps de logis dans lequel on se trouve là, est en feu. Et vous avez ce schéma catastrophe de la toiture qui prend, qui s'embrase en entier, qui s'écroule sur elle-même, les poutres qui s'effondrent sur des planchers, qui s'effondrent sur un plancher, qui s'effondrent sur un plancher. Autant vous dire qu'au 31 août au matin, depuis le sol, là, on voyait parfaitement le ciel.